nettoie la chambre pour mon associé, a ordonné mon gendre à ma fille, enceinte de 7 mois. Alors je lui ai repris son entreprise, j'ai vendu le manoir en 24 heures et j'ai balancé ses costumes de créateur sur le trottoir. Il avait ramené sa maîtresse à la maison en la présentant comme sa partenaire d'affaires et il forçait ma fille à leur cuisiner pour eux et à les servir à genoux. Je me suis tu. J'ai rassemblé tous les documents de la fiducie que j'avais financée pour lui. Vous avez déjà ressenti une rage si froide que le sang semble se glacer dans vos veines? Laissez-moi un commentaire si vous savez de quoi je parle. Une guerre, ça ne se gagne pas à coups de poing. Ça se gagne avec des papiers et une destruction financière totale. Le jour où Mireia a accouché, j'étais dans la salle d'attente de la clinique privée. Tout était calme. Mon petit-fils venait de naître, fort et en bonne santé. Je tenais un café quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes brusquement. 3 personnes en sont sorties. C'était la mère de Broglio, Madame Rosario, accompagnée de sa fille aînée et d'un homme en costume bon marché, un porte-document à la main. Rosario n'avait jamais aimé Mireia. Pendant 5 ans de mariage, elle la critiquait surtout. Elle l'appelait « la campagnarde riche » dans son dos. Mais maintenant que son fils était ruiné et que mon petit-fils représentait son seul lien avec l'argent, elle venait réclamer sa part du gâteau. Rosario a marché droit vers la porte de la salle de repos. Je me suis placé devant elle. « Tu n'as pas l'autorisation d'être ici ?» ai-je dit d'une voix basse et ferme. Elle m'a regardé avec fureur. « J'ai le droit de voir mon petit-fils. Cette fille ne peut pas m'éloigner de mon sang. » Broglio m'a signé un document m'accordant ses droits de visite. L'homme au costume bon marché a avancé d'un pas. Je suis l'avocat représentant la famille. Les grands-parents ont des droits garantis par la loi. Si vous nous empêchez d'entrer, j'appellerai la police. Je n'ai pas bougé d'un cil. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. En moins de 10 secondes, 4 agents de sécurité privés de la clinique, que j'avais engagés à l'avance, ont encerclé la famille. Cet étage entier a été loué à mon nom, ai-je dit. Vous envahissez une zone médicale à accès restreint. Votre fils est sous le coup d'une ordonnance de protection pour violences économiques et psychologiques. Cette ordonnance s'étend automatiquement au nouveau-né. Si vous faites un pas de plus, les agents vous sortiront de force, et je déposerai plainte pour harcèlement. Rosario s'est mise à hurler dans le couloir, en maudissant ma fille, en affirmant que le bébé n'était sûrement même pas de Broglio. Les agents l'ont attrapé par les bras et l'ont traîné jusqu'à l'ascenseur de service avec son avocat de bas étage. Mais ce n'était que la première attaque. Broglio et sa famille étaient désespérés. 2 jours plus tard, une notification judiciaire est arrivée au bureau de Transport Sanselmo. Broglio me poursuivait officiellement pour 5 millions de dollars. L'avocat minable que j'avais vu à l'hôpital s'est révélé être un spécialiste des procédures abusives et du chantage. Son argumentation était ridicule, mais dangereuse. Il prétendait que la révocation de la fiducie était illégale, que j'avais forcé Broglio à signer des documents sous la menace de mort de mes ouvriers armés et que son éviction injustifiée lui avait causé un préjudice moral irréversible. Ils voulaient m'effrayer pour obtenir un accord à l'amiable hors tribunal. Ils espéraient que je leur jette un os de 500 000 dollars pour qu'ils se taisent et nous laissent enfin tranquilles. Je suis monté dans mon pick-up. J'ai démarré le moteur diesel. Je me suis rappelé pourquoi nous étions tombés dans cet enfer. Il y a 20 ans, j'ai enterré ma femme. Devant sa tombe, j'ai juré que Mireia vivrait comme une reine, qu'elle ne manquerait jamais de rien. Je me suis brisé le dos à la tâche. J'ai conduit des semi-remorques d'une frontière à l'autre, sans dormir, en mangeant du pain dur. J'ai bâti Transport Sanselmo à partir de rien, camion après camion. J'ai appelé Valdemar immédiatement. J'ai posé l'assignation sur son bureau. Je ne veux pas d'accord. Je ne veux pas de négociation. Je veux du sang, ai-je dit. Valdemar a souri et a ajusté ses lunettes. Broglio vient de commettre sa dernière et sa plus grave erreur. En ouvrant une procédure civile contre nous, il nous donne le pouvoir légal de demander la communication de preuves. Maintenant, nous pouvons ouvrir ses relevés téléphoniques, ses emails cachés et ses comptes de tiers sans restriction. Il vient de creuser lui-même sa tombe. Pendant que Valdemar préparait l'artillerie juridique, j'ai reçu une visite inattendue. C'était un vendredi après-midi. La réceptionniste de mon entreprise m'a appelé, paniqué. « Monsieur Anselmo, il y a une femme à l'entrée. Elle exige de vous parler. Elle dit que si vous refusez de la recevoir, elle ira directement voir les chaînes locales de télévision. C'est mademoiselle Zuria. » J'ai dit à la réceptionniste de la laisser entrer. Zuria est entrée dans mon bureau en faisant claquer ses faux talons de luxe. Elle portait de grandes lunettes de soleil et affichait un air de défi. Elle s'est assise en face de moi sans y être invitée. Elle a sorti une petite clé USB de son sac et l'a posée sur le bureau. « Je ne vais pas perdre mon temps, Anselmo », a-t-elle dit d'un ton hautain. « Sur cette clé, il y a des audios montés et des photos.
Si je les envoie à la presse, on croira que ton entreprise de transport blanchit de l'argent sale. Il te faudra des années pour laver ta réputation et tu perdras tous tes clients corporates. Broglio, je m'en fiche. C'est un idiot sans avenir. Mais moi, je veux ce qu'on m'a promis. Je veux 500 000 $ en liquide demain matin. Si tu me paies, je disparais et je détruis cette clé. Sinon, ton empire tombe avec moi. Je l'ai regardé en silence. Une maîtresse de 25 ans, venue faire chanter un homme qui s'était déjà battu contre des mafias de transporteurs sur les routes les plus dangereuses du pays. C'était presque insultant. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Valdemar, entrez dans mon bureau tout de suite. Nous avons ici un cas d'extorsion aggravé en cours. Zuria Apali. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de ne pas jouer avec moi. Valdemar est entré par la porte latérale. Il a allumé un enregistreur numérique et l'a posé à côté de la clé USB. Mademoiselle Zuria, dit-il d'une voix glaciale, vous venez de commettre un délit fédéral d'extorsion en entreprise dans un bureau équipé de caméras de surveillance avec enregistrement audio. De plus, nous avons retracé les virements que Broglio vous a faits pendant la phase de communication des preuves. Vous croyez que la Porsche était votre seul problème? Nous avons trouvé la société Écran d'importation que vous avez enregistrée à votre nom dans un autre État. Quand Mireia m'a présenté Broglio, j'ai tout de suite vu un parasite. Un type aux chaussures impeccables, aux paroles élégantes, aux mains trop douces pour avoir jamais soulevé un sac. Mais Mireia l'aimait aveuglément. Et dans mon idiotie de père, par amour, j'ai acheté la prison de ma fille. J'ai financé pour Broglio une société d'import-export. Je l'ai installé comme directeur général. J'ai acheté le manoir de luxe où sa maîtresse vivait désormais. Broglio a détourné 300 000 $ supplémentaires vers ce faux compte au moyen de factures clonées. Vous êtes complice direct de fraude d'entreprise et de blanchiment réel. Non seulement vous n'obtiendrez pas un centime, mais si vous ne sortez pas de ce bureau à l'instant, j'appelle le procureur de l'État et vous êtes arrêté ici même sur mon tapis. Zuria s'est mise à trembler. Ses lunettes ont glissé sur son nez. Elle a compris qu'elle n'avait pas en face d'elle un vieil homme qu'on intimide, mais une machine impitoyable qui connaissait déjà tous ses secrets. Elle s'est levée maladroitement, a laissé la clé USB sur le bureau et s'est enfuie, trébuchant presque contre la lourde porte vitrée. C'était la dernière fois qu'elle a essayé de me menacer avec arrogance. Le jour de l'audience préliminaire au civil est arrivé. Broglio s'est présenté accompagné de son avocat extorqueur et de sa mère Rosario, qui me fusillait du regard depuis le banc du fond. Broglio portait un costume qui venait visiblement d'une boutique discount. Il essayait d'avoir l'air d'une victime innocente, voûtée, le regard triste. Le juge est entré et a lu les termes de l'action pour préjudice moral et licenciement abusif. L'avocat de Broglio a commencé à parler avec emphase. Votre honneur, mon client a été pris au piège dans sa propre maison. Il a été humilié devant toute la haute société, dépouillé de son domicile et de son emploi, sans préavis par un homme violent agissant hors la loi, utilisant des sbires pour le jeter à la rue. Le juge a regardé Valdemar. La défense a la parole. Valdemar s'est levé sans se presser. Il a ouvert une lourde mallette et en a sorti 4 dossiers épais. Il les a remis au greffier, puis s'est avancé vers la barre. Votre honneur, nous déposons une requête en rejet immédiat de cette plainte abusive et sollicitons en outre la transmission du dossier au parquet pénal. Le demandeur n'a pas été licencié. Le demandeur était administrateur fiduciaire et a été relevé de ses fonctions pour vol caractérisé de fonds protégés. Valdemar a allumé le projecteur de la salle. Un immense schéma de flux financier est apparu. Nous avons découvert des preuves irréfutables que M. Broglio n'a pas seulement volé 920 000 $ à la fiducie et au fonds universitaire de son propre fils. Au cours de la communication des preuves dans cette même procédure qu'il a lui-même eu l'imprudence d'engager, nous avons découvert une société Écran enregistrée au nom de sa maîtresse. Par de fausses factures de services logistiques qui n'ont jamais existé, le demandeur a détourné au total 1 200 000 $ au cours des 4 dernières années. Il s'agit de fraude d'entreprise systématique, de vol au préjudice d'un mineur et de conspiration. La salle d'audience est devenue silencieuse comme un tombeau. L'avocat de Broglio a regardé les documents projetés à l'écran, a blêmi et a reculé d'un pas loin de son propre client. Il n'était au courant de rien, ni de la société Écran, ni des fausses factures. Broglio s'est levé d'un bond, ruisselant de sueur froide, la panique déformant son visage. C'est faux. Anselmo a fabriqué ces documents. Il me hait. Il veut me séparer de mon fils. Je voulais que ma fille soit fière de son mari, ce grand homme soi-disant accompli. J'ai été un imbécile absolu. Le juge a frappé de son marteau. Silence dans la salle. Monsieur Broglio, les documents bancaires produits sont certifiés au niveau fédéral. Votre avocat aurait dû vous conseiller de ne pas introduire une action civile avec les mains aussi sales de fraude criminelle. Le juge a regardé Valdemar
et a acquiescé. La plainte est rejetée avec préjudice. Le tribunal ordonne que toutes ces preuves soient immédiatement transmises au ministère public afin que les mandats d'arrêt pénaux appropriés soient délivrés. En outre, le demandeur supportera l'intégralité des frais d'avocat de la partie défenderesse pour avoir fait perdre son temps à cette cour. Rosario a crié depuis le public, en larmes. Non, mon fils est un homme bien. Ce vieux démon l'a piégé pour lui voler le fruit de son travail. Les agents du tribunal l'ont sorti de la salle pendant qu'elle se débattait à coups de pied. Broglio a tenté de parler à son avocat, mais l'homme rangeait déjà ses affaires à toute vitesse. « Tu es seul là, dedans, imbécile. Tu m'as menti en pleine face. Je ne vais pas perdre ma licence pour défendre un voleur, » lui a-t-il craché avant de disparaître par la double porte. 2 jours après l'audience, le parquet a émis les mandats d'arrêt. J'ai tenu à être là, au premier rang, pour voir ça. J'ai conduit mon pick-up jusqu'au même lavage de voiture où Broglio travaillait dans la rue. Je me suis garé juste en face, moteur allumé. 2 voitures de police sont arrivées sirènes coupées pour ne pas l'alerter. Les agents sont descendus et ont marché d'un pas vif vers lui. Broglio était trempé d'eau et de savon, en train de nettoyer le pare-brise d'une vieille berline. Ils l'ont coincé contre le mur humide, lui ont lu ses droits, lui ont passé les menottes sous les yeux de tous ses collègues et l'ont fait monter dans la voiture. À travers la petite vitre grillagée, il m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de procès à 5 millions de dollars. Rien que la terreur absolue d'un lâche confronté enfin aux conséquences. Zuria n'a pas mieux fini. Elle a essayé de prendre un vol commercial vers la frontière cette même nuit avec le peu d'argent liquide qui lui restait, mais son nom était déjà signalé dans l'alerte rouge du système fédéral pour complicité de fraude. Elle a été arrêtée au contrôle de sécurité de l'aéroport par les agents de l'immigration. Tous les 2 ont été condamnés rapidement. Faute d'argent pour de grands avocats, ils ont croulé sous le poids des preuves. Broglio a écopé de 8 ans de prison pour fraude aggravée, abus de confiance fiduciaire et conspiration. Zuria a reçu 3 ans de mise à l'épreuve stricte et une amende avec obligation de restitution qui la laissera saisie et endettée pour le restant de ses jours. L'argent qu'ils avaient volé et caché a été intégralement retracé, confisqué par les autorités et restitué au fonds protégé de mon petit-fils. Rosario, la mère qui cautionnait les infidélités de son fils, a dû vendre sa propre maison pour payer les dettes légales que Broglio avait laissées derrière lui, finissant exactement dans la pauvreté et la misère dont elle s'était tant moquée. Aujourd'hui, mon empire du transport est plus grand et plus solide que jamais. Mireia s'est révélée être une dirigeante brillante et une mère exceptionnelle. Elle a repris les opérations logistiques d'une main de fer. Mon petit-fils court dans les bureaux de l'entreprise, éclate de rire, entouré de vrais travailleurs qui le protègent et le respectent. Nous avons appris la leçon de la pire façon qui soit. Nous avons appris que l'argent n'achète jamais la loyauté. Et que, parfois, j'ai fermé les yeux sur trop de signaux d'alarme. Broglio a isolé Mireia année après année. Il l'a forcée à quitter son travail en disant que la femme du directeur n'a pas besoin de travailler. Il la traitait d'hystérique et de folle quand elle pleurait. Le mois dernier, il a refusé d'acheter le berceau du bébé en affirmant que l'entreprise manquait de liquidité. Une semaine plus tard, il est rentré à la maison avec une montre à 20 000 $. L'ennemi dort dans votre propre lit, mange à votre propre table et porte les vêtements que vous avez payés à la sueur de votre front. Mais nous avons aussi appris quelque chose de bien plus précieux. Quand on a le courage de se relever, de laisser la peur de côté, de poser des limites infranchissables et de détruire légalement ce qui vous détruit, la vie vous récompense par une paix absolue, une paix vraie. Qu'est-ce que vous pensez de cette conclusion? Je suis allé trop loin en m'assurant qu'il finisse 8 ans en prison, ou c'était la punition juste pour un homme qui croyait pouvoir voler et briser une famille par pur ego et arrogance? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux connaître votre avis. Si vous aussi vous avez déjà dû affronter la justice, la police ou les tribunaux pour protéger les vôtres d'une famille toxique, mettez un j'aime tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec la personne qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui pour enfin ouvrir les yeux. On se retrouve dans la prochaine histoire. Restez debout, protégez votre sang et ne laissez jamais personne vous mettre à genoux dans votre propre maison. J'ai fait semblant de ne rien voir. J'ai cru à ces mensonges sur de prétendus frais de représentation. Vous avez déjà préféré ignorer l'évidence pour protéger le faux sourire de votre enfant? Dites-le moi dans les commentaires. Mais mon aveuglement s'est dissipé d'un coup, sans anesthésie, le lendemain matin. 8 heures du matin, jeudi. Broglio était déjà dans son bureau luxueux, à jouer au grand patron international avec mon argent. Je suis entré dans le manoir avec ma clé passe-partout. J'ai cherché Mireia dans la chambre principale. Le lit était défait, mais il y avait des vêtements de femme éparpillés, et ce n'était pas sa taille. Je suis allé voir les chambres d'amis. Vides. J'ai entendu un sanglot étouffé.
Il venait du sous-sol de service. J'ai dévalé les escaliers. L'odeur de poussière et d'humidité m'a frappé en plein visage. Dans un coin sombre, sur un lit de camp militaire pliant, se trouvait ma fille de 28 ans, les bras autour de son ventre énorme. À côté d'elle, il y avait 3 grands sacs poubelles noirs. Ils contenaient tous ses vêtements de grossesse et ses échographies. Broglio l'avait chassée de la chambre principale pour que Zuria y dorme. Il avait dit à sa propre épouse que ses ronflements de femme enceinte dérangeaient son associé. Mireia m'a vu entrer. Elle a éclaté en sanglots d'un désespoir qui m'a fracassé le cœur. Elle a sorti de la poche de sa robe de chambre un papier froissé. C'était un relevé bancaire. Dès que j'avais appris sa grossesse, j'avais ouvert un fonds universitaire pour mon futur petit-fils. 100 000 $ en liquide. Broglio avait une signature autorisée en tant que père. Solde actuel, 0. Broglio avait retiré l'argent en espèces la veille. Il avait acheté une voiture de sport. Et je l'ai laissé à la rue, sans un centime en poche. Vous trouvez que je suis allé trop loin? Écoutez exactement ce que j'ai vu ce soir-là, et dites-moi si vous n'auriez pas fait la même chose. Je m'appelle Anselmo. Il l'avait mise directement au nom de Zuria. Mireia a serré mes mains cailleuses. Elle tremblait comme une feuille. Papa, s'il te plaît, ne fais rien. Si tu t'en mêles, il va me jeter à la rue. Il va m'enlever mon bébé devant les tribunaux. Je ne vaux rien. Je n'ai pas mon propre argent. Qu'est-ce qu'on répond à une fille dont on a brisé la volonté et lavé le cerveau à ce point-là? Je lui ai essuyé les larmes. Je l'ai serré contre moi. Et dans ce sous-sol sombre et sale, le père surprotecteur est mort pour toujours. L'entrepreneur s'est réveillé. L'homme qui écrase la concurrence sur l'asphalte sans hésiter une seule seconde. Broglio a commis une erreur fatale. Une erreur de débutant arrogant, persuadé qu'il était intouchable. Il croyait dur comme fer que le manoir, l'entreprise, les comptes bancaires et les voitures lui appartenaient simplement parce que c'était lui qui signait les chèques, parce que son nom figurait sur les cartes de visite et parce qu'il vivait là. Il n'avait pas la moindre idée du fonctionnement de la loi. Tout, absolument tout, depuis les fondations de la maison jusqu'à la dernière chaise du bureau, dépendait d'une fiducie révocable. J'en étais le constituant, le propriétaire et le principal bénéficiaire. Broglio n'était qu'un gestionnaire opérationnel muni d'une procuration. Une procuration que je pouvais réduire en poussière d'une seule signature. Il restait exactement 48 heures avant la grande grillade que Broglio avait organisée dans l'immense jardin du manoir. Il comptait y inviter 100 riches entrepreneurs pour présenter officiellement Zuria comme sa nouvelle associée et reléguer ma fille dans l'ombre. Vous voulez savoir comment on détruit la vie d'un profiteur hautain en 48 heures? Préparez-vous, parce que ce que j'ai fait ensuite n'a connu pas la moindre pitié. Je suis sorti de la maison, je suis monté dans mon pick-up et j'ai roulé droit vers le cabinet de Valdemar. C'est mon avocat d'affaires et mon ami depuis toujours. Valdemar, c'est un chien de chasse dans un costume sur mesure. Je suis entré dans son bureau sans frapper. J'ai posé une bouteille de tequila sur son bureau en chêne. Je veux activer la clause d'anéantissement, lui ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Valdemar m'a regardé, surpris. Il a posé ses papiers. J'ai sorti mon téléphone, j'ai monté le volume au maximum et j'ai lancé l'enregistrement de Broglio humiliant Mireia et lui ordonnant de nettoyer à genoux. Valdemar a serré la mâchoire. Il ne m'a posé aucune question. Il a allumé son ordinateur sur le champ. En moins de 20 minutes, nous avions rédigé et scellé la révocation totale et absolue de tous les pouvoirs, l'annulation de son rôle d'administrateur de la fiducie, ainsi qu'un ordre d'expulsion immédiate pour occupation illégale d'un bien privé. Mais les papiers ne suffisaient pas. J'avais besoin des chiffres exacts du vol pour l'écraser au pénal s'il tentait de se défendre. J'ai engagé une équipe externe de 3 experts comptables judiciaires impitoyables. Je leur ai donné mes identifiants de propriétaire et un accès total à distance aux serveurs financiers de l'entreprise que Broglio dirigeait. Ils ont travaillé toute la nuit dans mon bureau. À 6 heures du matin, le vendredi, ils m'ont remis le dossier rouge. Je suis arrivé à la maison à 8 heures du soir. Je n'avais pas prévenu. J'ai garé mon vieux pick-up à 2 rues de là et j'ai traversé la pelouse à pied pour ne faire aucun bruit. Je me suis approché de la baie vitrée de la salle à manger. La lumière était allumée. J'ai vu Broglio. Il portait un costume sur mesure et buvait une bouteille de vin que j'avais payée. En face de lui se trouvait Zuria. 25 ans, de longs ongles en gel, téléphone à la main. Ma fille, Mireia, les chiffres étaient abjects. Broglio n'avait pas seulement vidé les 100 000 $ du bébé. Pendant 5 longues années, il avait détourné 920 000 $ vers des comptes personnels cachés et des cartes de crédit au nom de Zuria. Voyage en Europe, bijoux de créateurs, restaurants hors de prix. Ce salaud mangeait du caviar payé avec ma sueur, pendant que ma fille dormait sur un lit de camp moisi dans le sous-sol de sa propre maison. Le dossier à la main, à 9 heures pile du matin, le vendredi,
J'ai poussé les portes vitrées de la banque principale. J'ai ignoré la file et exigé de parler directement au directeur régional. Je suis entré dans son bureau et j'ai jeté les documents légaux notariés sur son bureau. Je l'ai tout. Immédiatement, ai-je ordonné. Compte courant, compte de paie de la direction, carte de crédit d'entreprise, ligne de crédit ouverte, cartes additionnelles. Tout ce qui porte le nom de Broglio ou de Zuria et qui est relié à mes fonds. Je veux voir les soldes tomber à zéro. Le directeur a lu l'ordre de Valdemar, a acquiescé et s'est mis à taper rapidement. En moins d'une minute, l'oxygène financier de Broglio a été coupé net, à la racine. Nous ne l'avons pas prévenu. Aucun mail, aucun message. Je voulais qu'il percute le mur de béton à pleine vitesse, sans ceinture de sécurité. Que feriez-vous à quelqu'un qui vole presque $1 million à sa propre famille? Moi, j'ai décidé de le laisser marcher tout droit vers le précipice. Le samedi matin est arrivé, le jour de la grande fête de la haute société. Je suis allé au manoir à 10 heures. Broglio se tenait dans le jardin arrière, vêtu d'une chemise en lin blanc, en train de hurler sur les serveurs pour qu'ils placent correctement les tables couvertes de nappes de soie. Je l'ai totalement ignoré. Je suis entré dans la maison et je suis descendu directement au sous-sol. J'ai pris Mireia par le bras. Elle pleurait encore. J'ai dit à haute voix, pour que Broglio m'entende depuis le jardin, que j'emmenais ma fille à un contrôle médical urgent à cause de complications de grossesse et que nous resterions à la clinique toute la journée. Broglio est entré dans la cuisine, sans même me regarder dans les yeux, sans demander comment allait le bébé. Oui, emmène-la, qu'elle reste là, bas. Aujourd'hui, il y a des investisseurs très importants qui viennent, et je ne veux ni distraction, ni bruit, ni drames hormonaux, a-t-il lâché en ajustant avec arrogance sa Rolex à $20 000. J'ai sorti Mireia de cette maison maudite. Je ne l'ai pas emmenée à la clinique. Je l'ai conduite dans une suite au dernier étage d'un hôtel 5 étoiles, de l'autre côté de la ville. J'ai payé 2 agents de sécurité privés pour monter la garde devant la porte, et je me suis assuré que personne ne viendrait l'importuner. Je lui ai confisqué son téléphone pour que Broglio ne puisse pas la localiser ni la manipuler quand l'enfer se déchaînerait. Elle était en parfaite sécurité. Maintenant, le terrain était entièrement dégagé pour le massacre. Vous auriez laissé votre fille assister à la destruction de la vie du père de son enfant? Moi, non. Moi, je suis le père. C'est moi qui prends sur moi la saleté et le sang du travail. Il était 2 heures de l'après-midi. La fête a commencé. J'ai garé mon pick-up à une rue de là et je suis venu à pied jusqu'à l'entrée. Sont invités de la haute société, entrepreneurs, élus locaux et chefs d'entreprise, buvaient des cocktails dans le jardin de ma propriété. Broglio circulait entre les tables avec un sourire triomphant, une coupe de champagne à la main. À son bras, Zuria portait une robe de soie rouge et un collier de diamants, en jouant la maîtresse des lieux. Et sortie de la cuisine. 7 mois de grossesse. Elle portait un tablier sale. Elle transpirait. Elle portait un plateau lourd, avec de la viande grillée. Les invités riaient, inconscients de la vérité. Le piège était en place. Il ne manquait plus que le détonateur. À 2h30, le camion du traiteur spécialisé en viande et fruits de mer est arrivé. Le chef du service traiteur s'est approché de Broglio devant un groupe d'investisseurs. « Monsieur le directeur, j'ai besoin d'encaisser le solde final du banquet. Cela fait $15 000, a dit l'homme poliment. Broglio a souri avec arrogance, a sorti son portefeuille en cuir italien et lui a tendu sa carte Platinum d'entreprise. « Servez-vous et laissez-vous un bon pourboire », a-t-il lancé assez fort pour impressionner tout le monde. Le prestataire a inséré la carte dans le terminal sans fil. Il a saisi le montant. Quelques secondes plus tard, l'appareil a émis un bip strident. « Je suis désolé, monsieur. La carte a été refusée. » Broglio a laissé échapper un rire nerveux. Ce doit être une erreur du système de sécurité de la banque. Passez celle-ci. Il a sorti une autre carte. Refusée. Puis une troisième, puis une quatrième. Refusée, refusée. Contactez votre banque. Les invités les plus proches ont cessé de parler. Zuria s'est précipitée vers lui, comprenant l'humiliation. « Utilise ta carte personnelle, mon amour », lui a-t-elle soufflé. Il l'a utilisée. Refusée. Il n'avait plus un seul centime disponible. Le traiteur a croisé les bras, agacé. « Monsieur, s'il n'y a pas de paiement, je repars avec la nourriture tout de suite. » C'est à cet instant précis, au cœur de son humiliation totale, que le souffle puissant de frein pneumatique a interrompu la musique à cordes qui flottait dans le jardin. Ce n'était pas un camion de livraison. C'étaient 3 poids lourds, d'immenses monstres d'acier, qui ont complètement bloqué l'entrée du manoir. Sur les flancs, peints en lettres gigantesques, on lisait « Transport Anselmo ». Les portes arrière se sont ouvertes d'un coup. 30 de mes meilleurs hommes, des durs en bottes de sécurité, gilets réfléchissants et gants de travail, sont descendus en silence et se sont alignés devant la maison.
Le silence dans le jardin a été total. Les 100 invités observaient la scène sans rien comprendre. Broglio est devenu blanc comme un linge. Zuria a reculé d'un pas, terrifié. J'ai avancé entre mes hommes. J'ai traversé la pelouse parfaitement taillée. À mes côtés marchaient l'avocat Valdemar et Démétrio, le notaire et huissier, accompagnés de 2 policiers que j'avais fait venir pour maintenir l'ordre. Je me suis arrêté au beau milieu de la fête. Broglio m'a vu et a tenté de retrouver sa posture de mâle dominant. Zuria a goûté la viande. Elle a fait une grimace de dégoût. « C'est trop salé », a-t-elle dit. « Anselmo, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi tu amènes tes manutentionnaires à mon événement privé? Tu fais fuir mes associés », m'a-t-il crié en essayant de prendre un ton autoritaire. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai levé le lourd dossier rouge de l'Audi et je l'ai laissé retomber violemment sur la table principale, renversant 2 coupes de cristal qui se sont brisées sur le sol. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté en Bluetooth à la sono principale qui couvrait tout le jardin et j'ai lancé la lecture. La voix de Broglio a retenti dans les enceintes pour que les 100 invités l'entendent. « Tu es bonne à rien. Va nettoyer la chambre d'amis pour mon associé. Et fais-le à genoux avec un chiffon. Le bruit de l'aspirateur la gêne pendant ces réunions. Elle, au moins, elle sait me reconnaître à ma juste valeur. Sers-nous le dîner. » Puis on a entendu le rire moqueur de Zuria. L'impact a été brutal. Les entrepreneurs se sont regardés avec dégoût. Les épouses des invités ont porté la main à leur bouche en fixant Zuria avec un mépris total. Broglio a tenté de courir vers la sono pour l'éteindre, mais 2 de mes hommes ont croisé les bras devant lui barrant la route comme 2 murs de béton. J'ai pris le micro du groupe engagé pour l'événement. « Mesdames et messieurs, » et je dis d'une voix ferme en regardant la foule, « veuillez excuser cette interruption. L'homme qui vous a invité aujourd'hui n'est pas un entrepreneur à succès. C'est un parasite lâche et un voleur. C'est un homme qui a forcé ma fille, enceinte de 7 mois, à laver le sol à genoux pour installer sa maîtresse, avec l'argent que je lui ai donné pour travailler. » Broglio tremblait. « Ferme-la, vieux fou. C'est chez moi, c'est mon entreprise. Police, sortez-le d'ici, c'est un intrus, » a-t-il hurlé, hors de lui. Démétrio, le notaire, a avancé d'un pas. Il a levé un dossier couvert de cachets officiels. « Monsieur Broglio, » a-t-il déclaré d'une voix froide et professionnelle, « j'ai ici l'ordonnance d'exécution immédiate. La fiducie révocable qui couvrait l'usage de cette propriété et la direction de l'entreprise a été résiliée unilatéralement par le principal bénéficiaire, Monsieur Anselmo. Vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Vos comptes d'entreprise sont gelés pour détournement de 920 000 $. Vous n'êtes propriétaire de rien. Vous occupez illégalement une propriété privée. Vous avez exactement 20 minutes pour entrer, prendre vos effets personnels de première nécessité et quitter les lieux, sans quoi vous serez arrêté pour violation de propriété. » Les genoux de Broglio ont cédé. Il est tombé dans l'herbe. Il a regardé les policiers, qui se sont contentés d'acquiescer vers l'ordonnance. Il a cherché du regard ses prétendus associés commerciaux, mais tous lui tournaient déjà le dos, s'éloignant vers la sortie, en murmurant à propos du scandale et de la fraude. Il était fini. Broglio a abattu son verre sur la table en verre. Il a désigné ma fille avec mépris. « Tu es bonne à rien. Va nettoyer la chambre d'amis pour mon associé. Et fais-le à genoux avec un chiffon. Le bruit de l'aspirateur la gêne pendant ces réunions. Elle, au moins, elle sait me reconnaître à ma juste valeur. Sers-nous le dîner. » Zuria, qui avait entendu chaque mot sur la faillite et le détournement, a réagi comme la bête sauvage qu'elle était. Elle a couru vers Broglio, mais pas pour le prendre dans ses bras. Elle l'a attrapé par les revers de sa chemise en lin. « Espèce d'imbécile, tu m'as dit que l'entreprise était à toi. Tu m'as dit que tu étais millionnaire. Et la voiture de sport alors ?» a-t-elle hurlé, le visage rouge de rage. « La Porsche est au nom de l'entreprise, mademoiselle. Elle a été signalée comme volée et saisie par les autorités il y a 2 heures. » est intervenu Valdemar en ajustant tranquillement ses lunettes. Zuria a poussé un cri hystérique. Elle a levé la main et lui a collé une gifle monumentale, si forte que le bruit a résonné dans tout le jardin. « Tu n'es qu'un pauvre minable raté », lui a-t-elle craché au visage. Sans hésiter une seconde, elle a retiré ses talons, ramassé son faux sac de luxe et s'est enfuie vers la rue, abandonnant Broglio seul, humilié à terre, entouré de mes hommes. Je me suis tourné vers mon contremaître. « Les gars, ce monsieur a 20 minutes. Entrez dans la maison, ramassez tous les costumes italiens de ce salaud, ses chaussures de marque et ses montres de pacotille. Mettez-moi tout ça dans des sacs poubelles noirs et balancez-moi ça sur le trottoir, près de la bouche d'égout. Et s'il résiste, vous le sortez de force. » Les 30 hommes sont entrés dans le manoir comme une troupe militaire. Broglio pleurait. Il s'est traîné dans l'herbe jusqu'à mes bottes. Il a tenté d'agripper mon pantalon. « Don Anselmo, je vous en supplie. C'était une erreur. Cette femme m'a manipulé. Je suis le père de votre petit-fils. Ne me laissez pas à la rue. Je vous en supplie. »
Je l'ai regardé de haut. Je n'ai absolument rien ressenti. Ni pitié, ni haine. Rien qu'un vide glacé. Celui des affaires terminées. Tu as fait laver le sol à ma fille à genoux, lui ai-je dit à voix basse. Maintenant, tu vas devoir frotter le monde entier pour pouvoir manger. Est-ce que le développement de l'histoire vous paraît bon jusque-là? Merci de confirmer pour que je passe à la dernière partie du récit. Broglio est resté à genoux dans l'herbe, pendant que mes hommes passaient devant lui. Ils ne lui ont accordé pas un gramme de respect. J'ai vu 2 de mes manutentionnaires sortir du dressing principal ses costumes en soie italienne, ses chaussures de créateur et ses montres de contrefaçon. Tout a fini dans de grands sacs poubelles industriels noirs. Ils les ont traînés sur le marbre et les ont balancés par-dessus le portail principal jusque sur le trottoir. Les sacs ont éclaté. Ses chemises hors de prix se sont retrouvées étalées dans la poussière de la rue. Broglio a essayé de se relever pour les en empêcher, mais le policier a posé une main ferme sur son épaule. Mireia a baissé la tête. Elle n'a pas prononcé un mot. Elle s'est mordu la lèvre jusqu'au sang, puis elle s'est dirigée vers le placard à produits ménagers. « Monsieur, il vous reste 5 minutes pour quitter les lieux, ou je procède à votre arrestation pour refus d'obtempérer et intrusion. » Broglio m'a regardé les yeux injectés de sang. Il est passé de la supplication à une rage impuissante. « Ça ne va pas s'arrêter là, vieux salaud. Je vais te traîner en justice. Je vais t'enlever la petite et le bébé. J'ai des droits. » Valdemar, mon avocat, a laissé échapper un rire sec. Il a remis en place sa serviette. « Pour attaquer en justice, il faut de l'argent, Broglio. Et d'après mes relevés financiers actualisés il y a 1 heure, votre solde disponible est de moins 14 $ à cause des frais bancaires. Bonne chance pour trouver un avocat avec ça. Dégagez. » Ils l'ont poussé dehors. La lourde grille en fer forgé du manoir s'est refermée avec un fracas métallique, laissant Broglio dans la rue au milieu de ses sacs éventrés. J'ai fait changer les serrures le jour même, et j'ai mis la propriété en vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière haut de gamme. Je ne voulais rien garder de ce qui avait été sali par la présence de ce parasite. Mais les rats acculés cherchent toujours à mordre une dernière fois. Cette nuit-là, un orage a éclaté sur la ville. La pluie tombait à torrents. J'étais dans la suite du 5 étoiles avec Mireia. Elle était allongée, calme, une tasse de thé chaud à la main, en train de regarder un film, loin du chaos que j'avais déclenché. Mon téléphone de sécurité a sonné. C'étaient les agents postés dans le hall de l'hôtel. Broglio était arrivé. Trempé, furieux, exigeant de voir sa femme. Il avait repéré le GPS du téléphone de secours que j'avais laissé à Mireia. Une erreur de ma part. Ou peut être le prétexte parfait pour lui porter le coup final. J'ai dit à Mireia de se reposer, que j'allais régler une affaire de travail. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Les portes se sont ouvertes et je l'ai vu. Broglio était trempé, laissant des flaques d'eau sale sur le tapis perçant de l'hôtel. Il hurlait sur mes agents de sécurité en essayant de forcer le passage. Quand il m'a vu, il s'est précipité vers moi, mais un agent l'a intercepté et l'a plaqué contre une colonne de marbre. « Laisse-moi voir ma femme, j'ai le droit de la voir, tu ne peux pas la séquestrer !» criait-il en crachant de l'eau et du désespoir. Je me suis approché lentement, sans hausser la voix. Les hommes qui ont le vrai pouvoir n'ont jamais besoin de crier. Tu n'as plus de femme. Tu as perdu ce privilège le jour où tu l'as envoyée dormir sur un lit de camp dans un sous-sol, ai-je dit froidement. Et elle n'est pas séquestrée. Elle est protégée d'un prédateur financier et émotionnel. Tu pensais vraiment pouvoir jouer avec moi, Broglio? Avec l'homme qui a bâti un empire en dormant sur les routes pendant que toi, tu te faisais manucurer? J'ai serré la poignée de la porte d'entrée. J'avais envie d'entrer. J'avais envie de lui éclater sa bouteille de vin sur le crâne. Mes ongles se sont plantés dans mes paumes, et j'ai senti le sang glisser entre mes doigts. Mais je me suis arrêté. Si j'entrais et que je le frappais, il appellerait la police. Il me traînerait en justice pour agression. Il demanderait le divorce. Broglio s'est dégagé du garde, désespéré. Les larmes se mêlaient à la pluie sur son visage. « Anselmo, s'il vous plaît. » Je n'ai nulle part où aller. Zuria m'a bloqué. Elle a changé la serrure de son appartement. Mes soi-disant amis du club ne répondent plus. Je suis allé à un distributeur. La machine m'a avalé la carte. Je n'ai même pas de quoi payer un taxi. Donnez-moi une chance. Je repartirai de zéro dans l'entreprise. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je l'ai regardé de la tête aux pieds. Le grand directeur général, l'homme qui achetait du caviar avec mon argent, suppliait maintenant pour des miettes. J'ai sorti un document de la poche intérieure de ma veste. C'était une ordonnance de protection provisoire signée par un juge civil cet après-midi-là, au motif de violences économiques et psychologiques extrêmes sur une femme enceinte. Je la lui ai plaquée contre la poitrine mouillée. Voilà ta chance. Tu as la chance de rester à 500 mètres de ma fille et de mon petit-fils jusqu'à la fin de ta misérable vie. Si tu t'approches de son hôpital, de sa nouvelle maison, ou si tu essaies de l'appeler depuis un numéro masqué,
Valdemar a pour consigne très claire de te faire jeter en prison pour fraude d'entreprise et vol des fonds du mineur. J'ai chaque virement, chaque document. 920 000 $. Ça vaut 10 ans de prison ferme sans caution. À toi de choisir. Broglio, tu disparais comme l'ordure que tu es, ou demain matin je te fais passer une combinaison orange. Broglio a pris le papier, avec des mains tremblantes. Il a lu l'ordonnance. Il a compris que ce n'était pas une menace en l'air. Valdemar ne perdait pas ses procès, et moi, je ne pardonnais jamais une trahison. La vraie terreur est apparue dans ses yeux. Il a baissé la tête, a tourné les talons et a quitté l'hôtel par les portes tournantes, se perdant dans la pluie et l'obscurité de la rue. Ce fut la dernière fois qu'il a essayé de s'approcher de ma famille comme un homme qui aurait encore des droits. Les mois qui ont suivi ont été une leçon magistrale d'anéantissement légal. Broglio a essayé d'obtenir un avocat commis d'office pour se battre dans le divorce et exiger une compensation en affirmant qu'il avait aidé à faire grandir l'entreprise. Valdemar l'a pulvérisé dès la première audience préliminaire. Il a présenté les preuves de l'infidélité publique, l'enregistrement de l'humiliation et les détournements sur les comptes de la société. Le juge civil a été si révulsé par la preuve que Broglio obligeait sa femme enceinte à nettoyer à genoux qu'il lui a non seulement refusé toute compensation, mais a accéléré le divorce et accordé à Mireia la garde totale et exclusive. Broglio n'avait pas de domicile fixe, pas de revenus justifiables et une ordonnance de protection en vigueur. Juridiquement, il avait cessé d'exister dans la vie de son enfant avant même sa naissance. J'ai vendu le manoir en moins de 2 semaines. L'acheteur a payé comptant. J'ai pris cet argent et je l'ai placé dans une fiducie blindée, exclusivement au nom de mon petit-fils. J'ai liquidé la filiale d'importation que Broglio dirigeait, absorbé les actifs utiles dans ma flotte de camions et licencié tous les cadres qui avaient applaudi ces vols. J'ai tout nettoyé, jusqu'au dernier foyer de l'infection. 6 mois après cette nuit-là, la vie nous a récompensés. Mireia a donné naissance à un petit garçon en pleine santé, fort et magnifique. Il est né dans une clinique privée de tout premier ordre, entouré de paix, de sécurité et d'amour pur. Pas de cris, pas de maîtresse, pas de stress. Quand j'ai pris mon petit-fils dans mes bras pour la première fois, j'ai eu l'impression que mes mains guérissaient enfin. Toutes les cicatrices, toutes les nuits blanches sur la route, jouerais la victime devant le juge et se battrais pour la garde de mon petit-fils, juste pour me soutirer davantage d'argent. Un coup porté sous le coup de la rage lui donnerait le contrôle juridique de tout. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai enregistré l'audio depuis la fenêtre ouverte. J'ai enregistré leur rire moqueur. J'ai enregistré l'humiliation de ma fille. J'ai rangé le téléphone et je suis retourné à mon pick-up dans l'obscurité de la rue. Tout cela avait valu la peine pour protéger cette nouvelle vie. Mireia a fleuri. Elle a repris du poids, son sourire, sa confiance. Elle n'était plus la fille terrorisée du sous-sol. Elle était devenue une mère lionne. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige directement la division financière de Transport Anselmo. Plus personne ne la fait taire, plus personne ne lui donne d'ordre. Et qu'est-il arrivé au grand séducteur de la haute société? La justice poétique a un humour très noir. Il y a quelques semaines, Valdemar et moi allions en pick-up à un rendez-vous client dans la zone industrielle. Le soleil brûlait l'asphalte. Je me suis arrêté à un feu rouge devant un lavage de voitures improvisé au bord de la route. Un groupe d'hommes en sueur nettoyait les pare-brises pour quelques pièces. L'un d'eux s'est approché de ma fenêtre avec un chiffon sale et une bouteille d'eau savonneuse. Il portait une casquette usée et sa peau était brûlée par le soleil. Nos regards se sont croisés à travers la vitre teintée. C'était Broglio. Ses mains, autrefois entretenues par des manucures, étaient à présent crevassées, noircies par la graisse et pleines de coupures. Ses yeux étaient creusés, vides. Il m'a reconnu immédiatement. Il a lentement baissé son chiffon. Je n'ai pas descendu la vitre. Je ne lui ai offert ni sourire narquois, ni geste de triomphe. Je l'ai simplement regardé avec l'indifférence glaciale qu'on réserve à un inconnu croisé dans la rue. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai laissé Broglio derrière moi, avalé par un nuage de poussière diesel, coincé exactement à la place qui était la sienne. Il voulait que ma fille vive à genoux, un chiffon à la main. C'était désormais son destin à lui pour le reste de ses jours. L'amour d'un père doit être inconditionnel, infini, pur. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit servir de paillasson à un lâche qui vient s'y essuyer les pieds. Le respect ne se mendie pas avec des larmes. Il s'impose par des actes. Si tu veux mordre la main qui te nourrit, assure-toi que cette main ne soit pas aussi celle qui possède la table, la chaise et le toit au-dessus de ta tête. Parce que je te garantis que je te laisserai mâcher la poussière du trottoir. Et toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'écran, tu crois que j'ai été trop cruel en détruisant financièrement le père biologique de mon petit-fils? Ou tu crois que les ordures, il faut les sortir avant qu'elles ne pourrissent toute la maison? Si tu étais à ma place,
avec mon argent et mon pouvoir, et que tu voyais ta fille enceinte traitée comme une domestique sans salaire, qu'aurais-tu fait? Laisse-moi ta réponse en commentaire. Je veux toutes les lire. Si toi aussi tu as déjà dû couper les ponts avec un parasite émotionnel ou financier pour sauver ta paix mentale, appuie sur le bouton j'aime tout de suite. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour d'autres récits où la vraie justice ne se demande pas, elle s'exécute. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Défendez ce qui est à vous, et ne baissez jamais la tête devant qui que ce soit. Je croyais que l'histoire s'arrêtait là. Je croyais que voir Broglio laver des voitures sous un soleil de plomb était le point final parfait à cet enfer. C'est ce que je pensais la dernière fois que j'en ai parlé. Mais je me trompais. Les rats ne meurent pas si facilement. Les parasites essaient toujours de pomper une dernière goutte de sang, et quand un profiteur n'a plus d'argent, il retombe dans son pire instinct, le chantage et la famille toxique. Ce qui s'est passé quelques semaines après la naissance de mon petit-fils m'a forcé à franchir une ligne que je n'aurais jamais cru franchir. Si vous pensiez que lui reprendre le manoir et l'entreprise était déjà impitoyable, écoutez comment j'ai dû écraser toute sa lignée.